Ce que j'entends par AI est une famille de nombres complexes. C'est tout simplement que pour tout I dans I, AI appartient à C. Donc pour cette notation, on lit la somme de I allant de P jusqu'à N de AI et c'est égal. Cette notation se lit le produit de I allant de P jusqu'à N de AI. Notons que l'indice I utilisé dans la somme et dans le produit est un indice muet, c'est-à-dire qu'on peut le remplacer par n'importe quel autre indice. Ainsi, on pourra écrire: vous devez retenir par cœur la valeur de ces sommes classiques. Remarquez que la valeur de cette somme, c'est le carré de la valeur de cette somme. Alors là, on va démontrer quelques propriétés des sommes et des produits. On commencera tout d'abord par la propriété dite linéarité de la somme. Ensuite, grâce à la commutativité et à l'associativité de la somme, on pourra écrire d'où l'égalité. Pour la seconde propriété, en factorisant par lambda, on obtient d'où cette égalité. Le nombre de termes dans cette somme, c'est le dernier indice moins le premier indice plus 1. Passons maintenant aux propriétés des produits. En utilisant la commutativité et l'associativité du produit, on pourra écrire d'où cette égalité. Le nombre de termes ici, c'est le dernier indice moins le premier indice plus 1. Donc il y a n moins p plus 1 termes. Alors en utilisant la commutativité et l'associativité du produit, on pourra écrire d'où cette égalité. Le nombre de termes ici, c'est n moins p plus 1. Utilisant la linéarité de la somme, alors ces deux sommes sont des sommes usuelles. Pour cette somme, c'est la somme d'une constante. Mais bon, je vous laisse le soin de faire les calculs vous-même. Alors, je vais vous montrer sur des cas pratiques comment effectuer des changements d'indice. Alors, écrivons cette première somme sous forme développée. Alors, la valeur qu'on doit mettre ici pour que le premier terme de la seconde somme soit égal à A1, c'est... Et la valeur qu'on doit mettre ici pour que le dernier terme de la seconde somme soit égal à AN, c'est... Développons cette première somme. Alors, la valeur qu'on doit mettre ici pour que le premier terme de cette deuxième somme soit égal à 1, c'est... Et la valeur qu'on doit mettre ici pour que le dernier terme de cette somme soit égal à an plus 1, c'est... Donc, développons cette somme. Dans les termes de cette somme, les indices sont dans un ordre croissant. Par contre, au niveau des termes de cette somme, les indices sont dans un ordre décroissant. Donc la valeur qui correspond à l'indice qu'on doit mettre ici doit fournir le terme A0 et la valeur qu'on doit attribuer à K ici doit fournir le terme AN. Donc si on développe cette somme, donc il s'agit de la même somme, sauf qu'ici les indices sont dans un ordre décroissant. Alors écrivons cette somme sous forme développée.
La valeur qu'on doit mettre ici pour que le dernier terme de la somme correspond à n, c'est, et la valeur qu'on doit mettre ici pour que le premier terme de cette somme soit égal à 0, c'est, développons cette somme. La valeur à mettre ici pour que le premier indice de cette somme soit égal à 1-1, c'est la valeur à mettre ici pour que le dernier terme de la somme soit égal à n-2, c'est développons cette somme. Alors la valeur à mettre ici pour que le premier indice de la somme soit égal à APC. La valeur à mettre ici pour que le dernier terme de la deuxième somme soit égal à AP plus NC. Développons cette somme. Alors la valeur à mettre ici pour que le premier indice de la somme soit égal à APC. La valeur à mettre ici pour que le dernier terme de la deuxième somme soit égal à ANC. Démontrons la propriété du télescopage pour les sommes et les produits. La propriété est simple. Dans AK plus 1, on remplace le K par N, ce qui fait on obtient AN plus 1. Et dans AK, on remplace le K par P, ce qui fait on obtient AP. Et on a la même chose pour le produit. Utilisons la linéarité de la somme. Effectuons ensuite un changement d'indice en posant I, c'est K plus 1. L'indice I utilisé ici est un indice muet, donc on peut le remplacer par K. On cherchera ensuite à utiliser les mêmes bornes dans les deux sommes. On simplifie ensuite par les termes opposés. Utilisons un changement d'indice dans le produit. Essayons ensuite d'utiliser les mêmes bornes au niveau des deux produits. Simplifions par les termes égaux et on trouve finalement le résultat. Pour utiliser cette propriété de télescopage au niveau des sommes et de produits, il n'est pas nécessaire d'avoir juste des termes du type AK plus 1 et AK. Il suffit juste d'avoir des indices consécutifs comme dans les exemples suivants. Donc pour le premier exemple, dans AK, on remplace le K par N et dans AK-1, on remplace le K par P. Dans le second exemple, dans AK plus 3, on remplace K par N. Et dans AK plus 2, on remplace K par P. Dans ce produit-là, dans AK plus 1, on remplace K par P. Et dans AK plus 2, on remplace K par N. L'idée de cet exercice est de se ramener à une somme télescopique. K plus 1 fois K factoriel, c'est K plus 1 factoriel, donc. On vient de se ramener à une somme télescopique. Alors, dans AK plus 1, on remplace le K par N. Et dans AK, on remplace le K par 0.
On constate qu'on a ici un produit télescopique. Alors, dans AK-1, on remplace le K par 2. Et dans AK, on remplace le K par N. On constate que la valeur de ce minimum dépend du cas où N est supérieur ou inférieur à K. Donc on va décomposer cette somme en deux, suivant si K est inférieur ou supérieur à N. Remarquez que cette égalité ressemble à la formule de Chasles, sauf qu'il faut avoir N et N plus 1. Alors cette somme, c'est une somme usuelle, et celle-là, on a N est une constante. Puisque UN est une suite arithmétique, on connaît l'expression du terme général de UN. R ici, c'est la raison de la suite arithmétique. Utilisons ensuite la linéarité de la somme. Puisque dans cette somme, UP est une constante, on peut écrire. Et dans cette somme, on pourra effectuer d'abord un changement d'indice. Donc cette somme, c'est une somme usuelle. Puisque UN est une suite arithmétique, l'expression du terme général de la suite c'est, à partir de cette formule, on obtient une expression de ça. Alors, pour démontrer cette formule, on va multiplier la somme par 1 moins Q. On reconnaît une somme télescopique. Donc ici, on remplace le K par P. Et ici, on remplace le K par N. Il suffit ensuite de diviser par 1 moins Q pour obtenir le résultat. Alors, UN est une suite géométrique, donc on connaît l'expression du terme général d'une suite géométrique. UP est une constante, donc on peut la mettre en dehors de la somme. On effectue ensuite un changement d'indice. On utilise ensuite cette formule. Alors, l'exposant ici, c'est le dernier indice moins le premier indice plus 1. On reconnaît une somme télescopique. Dans UK plus 1, on remplace le K par N-1. Et dans UK, on remplace le K par 0. Alors, pour développer cette somme double, on écrit donc cette somme correspond à I égale à P. Cette somme correspond à I égale à P plus 1. Et ainsi de suite. Et cette somme correspond à I égale à Q.
Si on développe chacune de ces sommes, on écrira on constate que cette somme représente la somme des coefficients de la première ligne de cette matrice. Bon, cette somme représente la somme des coefficients de la deuxième ligne de cette matrice. Et la dernière somme représente la somme des coefficients de la dernière ligne de cette matrice. Alors, cette somme représente donc la somme des coefficients de la matrice A ligne par ligne. Développons maintenant la deuxième somme. Cette somme correspond à l'indice J égale à N. Cette somme correspond à l'indice J égale à N plus 1. Et la dernière somme correspond à l'indice J égale à M. Si on développe maintenant chacune de ces sommes, on trouvera alors, cette somme représente la somme des coefficients de la première colonne de la matrice A. Cette somme représente la somme des coefficients de la première colonne de la matrice A. Et cette somme représente la somme des coefficients de la dernière colonne de la matrice A. Cette somme est donc la somme des coefficients de la matrice A colonne par colonne. Les deux sommes sont donc égales. On applique la linéarité de la somme sur cette somme. Au niveau de cette somme, I est une constante. Et cette somme représente une somme usuelle. Appliquons maintenant la linéarité de la somme. Cette somme est une somme usuelle. Alors, par rapport à cette somme, AI est une constante, donc on peut la mettre en dehors de la somme. Et par rapport à cette somme, cette quantité est constante, donc on peut la mettre en dehors de la somme. En appliquant la propriété précédente, on trouve ce sont deux sommes usuelles. On parle de somme triangulaire lorsqu'il y a une relation d'ordre du type inférieur ou égal ou bien inférieur strictement qui lie les indices I et J. Alors là, surtout, il ne faut pas écrire ceci. Et il ne faut pas écrire aussi car le problème, c'est que au niveau de la première somme, les bornes doivent être des nombres connus. Mais ici, la variable j, c'est une variable qui n'est pas encore déclarée. De même ici, mais ici la variable i n'a été déclarée qu'à partir de la deuxième somme. Alors au lieu de ça, je vous propose de faire l'encadrement suivant. Et comme ça, on pourra écrire. Alors, si on souhaite commencer par la variable i, on utilisera cet encadrement. Toujours, les bornes de la première somme doivent être des nombres connus. Ensuite, on utilisera cet encadrement de j. Alors ici,
Les bornes de cette somme sont connues, puisque au niveau de la première somme, nous avons déclaré la variable i. Ou bien si on souhaite cette fois commencer par la variable j, on utilisera ces deux inégalités et on écrira bon, développons cette somme triangulaire. Cette somme correspond à i égale à p. Cette somme correspond à i égale à p plus 1 et cette somme correspond à i égale à n. Développons davantage chacune de ces sommes. On constate que cette somme représente la somme de la première ligne de ce tableau. Cette somme représente la somme des coefficients de la deuxième ligne de ce tableau. Et celle-là représente la somme de la dernière ligne des coefficients de ce tableau. Cette somme représente donc la somme des coefficients du tableau T ligne par ligne. Développons cette somme. Cette somme correspond à l'indice J égale à P. Cette somme correspond à l'indice J égale à P plus 1. Et cette somme correspond à l'indice J égale à N. Développons davantage ces sommes. Alors, cette somme correspond à la somme des coefficients de la première colonne du tableau T. Cette somme correspond à la somme des coefficients de la deuxième colonne du tableau T. Et la dernière somme correspond à la somme des coefficients de la dernière colonne du tableau T. Cette somme est donc la somme des coefficients du tableau T colonne par colonne. Ces deux sommes sont donc égales. Alors, il y a deux façons d'écrire Sn. On va tenter tout d'abord de commencer par l'indice i. Donc, on va écrire dans cette somme, i est une constante. On peut donc la mettre en dehors de la somme. Et là, on sera bloqué puisqu'on ne pourra pas calculer cette somme. D'où la nécessité d'utiliser la deuxième configuration. Donc cette fois-ci, on va commencer par J. Alors, dans cette somme, J est une constante, donc on pourra la mettre en dehors de la somme. Cette somme est une somme usuelle. On peut simplifier par J. Utilisons ensuite la linéarité de la somme. 2 est une constante, on pourra donc la mettre en dehors de la somme. Effectuons ensuite un changement d'indice. Vérifions le résultat pour, par exemple, n égale à 1. Donc, on constate que S1, ça va donner 1 sur 1, qui est égal à 1. Et là, on aura 1 sur 4 fois 4 fois 1, donc qui est égal à 1. Donc, la formule, elle est vraie pour n égale à 1. Pour ce symbole, on lit k parmi n. Et voilà, lorsque k est un entier naturel compris entre 0 et n, voici la valeur de k parmi n. Et lorsque k est inférieur strictement à n, ou k supérieur strictement à n, la valeur du coefficient binomial, c'est 0. Alors, on a 4 est supérieur strictement à 3, donc la valeur ici, c'est 0.
Pour la valeur de moins 1 parmi 2, moins 1 est strictement négatif, donc la valeur c'est 0. Alors, puisqu'on a ça, puisque k est un entier naturel compris entre 0 et n, et puisque n-k est un entier naturel compris entre 0 et n, donc les deux coefficients binomiaux sont égaux. Puisque k est inférieur strictement à 0 ou k supérieur strictement à n, alors la valeur du coefficient binomial k parmi n, c'est 0. Alors, si k est inférieur strictement à 0, la valeur ici c'est 0. Si k est supérieur strictement à n, alors k est supérieur strictement à n-1. Donc, dans les deux cas, la valeur de ce coefficient binomial est nulle. Si k est inférieur strictement à 0, alors également k-1 est inférieur strictement à 0, et par la suite, la valeur du coefficient binomial est nulle. Si k est supérieur strictement à n, alors k-1 est également supérieur strictement à n-1. Donc la valeur ici, vaut 0 dans les deux cas. Puisque ici, k-1 égale c'est moins 1, alors donc dans ce cas, la formule est vérifiée. Enfin, pour le dernier cas, alors k parmi n, dans ce cas, c'est n parmi n, donc il vaut 1. K-1 parmi n-1, il vaut, c'est normalement n-1 parmi n-1, il vaut aussi 1. Et ici, puisque k, c'est n, donc il est supérieur strictement à n-1, la valeur, c'est 0. Donc également, dans ce cas, la formule est vérifiée. Alors, on vient de démontrer la formule de Pascal par disjonction des cas. Alors, grâce à ce triangle de Pascal, nous allons donner les valeurs de k parmi n. Alors, pour remplir le triangle de Pascal, donc dans la première colonne, on met des 1. Ensuite, on fait la somme de cette case avec cette case et la valeur, on la met ici. Alors, on a ici 1. Voilà, donc on fait cette case plus cette case et on met la valeur ici. Alors 1 plus 2 et la valeur de la somme, on la met ici. 1 plus 3, ça fait 4. 1 plus 4, ça fait 5. 1 plus 5, ça fait 6.
On continue à remplir les colonnes du tableau. Donc 0 plus 0, la valeur ici c'est 0. Alors on fait ça plus ça, donc la valeur ici c'est 1. Et on va démontrer le résultat par récurrence pour l'initialisation. Bon, on va noter cette fonction propositionnelle Pn. Maintenant pour l'étape de l'hérédité. Et on cherchera à démontrer que Pn plus 1 est vrai. Alors par la formule de Pascal, puisque n plus 1 est supérieur ou égal à 1, par l'hypothèse de récurrence, ces deux coefficients binomiaux sont des entiers naturels. Donc le coefficient binomial k parmi n plus 1 appartient à n. Et on conclut donc par le principe de récurrence que la formule de Pascal est vérifiée. Donc par le principe de récurrence, on vient de démontrer la formule de Pascal. Alors on va démontrer la formule du binôme par récurrence. Commençons par l'étape de l'initialisation. Et on va noter cette fonction propositionnelle par Pn. Maintenant pour l'hérédité. Appliquons ici l'hypothèse de récurrence. Effectuons une petite transformation sur cet exposant. On effectue ensuite un changement d'indice en posant i c'est k plus 1. On va ensuite mettre les mêmes bornes au niveau des deux sommes. Donc ça, c'est ça. Regroupons ensuite, ici c'est n, non pas n plus 1. Et regroupons ces deux sommes dans la même somme. Grâce à la formule de Pascal, donc ce coefficient vaut k parmi n. En regroupant ces deux termes dans la somme, on retrouve. On vient de démontrer donc la formule du binôme de Newton via le principe de récurrence. Dans la pratique, par exemple pour calculer a plus b à la puissance 6, on utilise le triangle de Pascal. Donc dans le triangle de Pascal, on prend les coefficients suivants et on écrira pour calculer cette somme, il faut appliquer la formule du binôme. Pour calculer cette somme, on applique également la formule du binôme.
On va découper cette somme en deux sommes suivant la parité de l'indice. Alors, ici, l'indice k est pair, donc moins 1 à la puissance k est égal à 1. Et dans la deuxième somme, k est impair, donc moins 1 à la puissance k, c'est moins 1. Ça, c'est d'un côté. De l'autre côté, nous avons montré que 2 à la puissance n est égal. On va décomposer cette somme en deux sommes, suivant la parité de l'indice k. En prenant en compte cette égalité, on trouve que on va résoudre ce système linéaire par la méthode du pivot de Gauss. Tout d'abord, le pivot du système, c'est le coefficient de x dans la première équation. Ensuite, il faut faire disparaître le x de la deuxième, troisième et quatrième ligne. Pour cela, il faut effectuer des transvections. Toujours pour les transvections, il faut les effectuer avec la ligne du pivot. Alors dans ce cas, le système devient Alors, on ne peut pas considérer que moins 1 est un pivot dans la deuxième ligne, puisque dans la troisième équation figure encore y. Alors, dans ce cas, il faut effectuer une opération de permutation, et comme ça, on permute la deuxième ligne avec la troisième ligne ou bien la quatrième ligne. Je vais par exemple échanger L1 avec L3. Alors au niveau de la deuxième ligne, le pivot c'est 3. On doit se débarrasser de Y dans la troisième ligne et dans la quatrième ligne. Alors maintenant le pivot dans la troisième ligne c'est moins 1. Donc il faut se débarrasser de Z dans la quatrième ligne. On vient de montrer que le système admet une unique solution, c'est donc un système de Cramer, et cette unique solution est, en donnant l'ensemble des solutions, il faut respecter l'ordre des variables. Pour ce système, l'ordre des variables, c'est la première variable c'est x, la deuxième c'est y, la troisième c'est z, et la dernière variable c'est w. Donc, respectez l'ordre en donnant l'ensemble des solutions. Alors, dans la première ligne, le pivot, il vaut 1. Donc, il faut se débarrasser de x dans la deuxième, la troisième et la quatrième ligne. Pour cela, on va utiliser des transvections.
Notez bien que les opérations de transvection doivent utiliser la ligne du pivot. Ici, c'est L1. Le pivot de la deuxième ligne, c'est -1. Donc, il faut se débarrasser de Z au niveau de la troisième et la quatrième ligne. Pour cela, on va utiliser des transvections. Cette équation est impossible mathématiquement, donc ce système n'admet pas de solution. Le pivot au niveau de la première ligne vaut 1, donc il faut se débarrasser de x dans la deuxième, la troisième et la quatrième ligne. On va utiliser pour cela des transvections. Alors au niveau de la deuxième ligne, -1 c'est pas un pivot puisqu'il y a encore la variable y dans la troisième et dans la quatrième ligne. Pour cela, on va échanger la deuxième ligne avec la troisième ligne. Dans la deuxième ligne, le pivot c'est 3. Donc il faut se débarrasser de y au niveau de la quatrième ligne. Dans la troisième ligne, le pivot c'est -1. Donc il faut se débarrasser de z dans la quatrième ligne. Alors on dispose d'un système de 4 équations et de 4 inconnus. Les pivots de système sont 1, 3 et -1. Les variables qui correspondent à ces pivots seront dites des variables principales et la variable W va être appelée une variable secondaire ou bien un paramètre. Et les solutions du système seront données en fonction de W. On va remonter pour donner les solutions. Ce système admet donc une infinité de solutions.